Bonjour à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, journaliste et fondatrice de Penser l'après. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième édition des rencontres du développement durable organisée par Open Diplomacy. On se retrouve aujourd'hui pour la masterclass Génération Future de cette 8e journée organisée en partenariat avec Audencia. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est particulièrement cher, la biodiversité, avec cette thématique de gérer et régénérer. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on le sait, un quart des espèces sont menacées. Un quart, c'est énorme, et c'est encore plus énorme lorsque l'on sait que toutes les 20 minutes, une espèce disparaît. Donc à la fin de cette table ronde, à peu près 3 espèces nous auront quittés. Donc avec nous, on a 6 intervenants qui vont pouvoir parler de l'engagement de leur structure, également de leur engagement personnel. Avec nous, Galit Kenan, directrice de l'Institut Jane Goodall en France, bienvenue. Également avec nous, le docteur Audrey Fontaine, déléguée au Y7 2020. Manon Chapard, étudiante à Audencia. Delphine Bateau, qui sera à distance, qui est députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre. Denis Geffroy, juste à ma droite également, directeur des affaires publiques de l'Occitane. Et enfin, également à ma droite, Céline Soubrane, directrice du développement durable d'AXA. Alors on va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet avec vous, Galit Kenan. Moi j'ai été un petit peu surprise avec le thème de cette journée, gérer et régénérer. Alors comment est-ce que, en quoi est-ce que le vivant déjà a besoin d'être géré surtout ? C'est effectivement une vaste question. Peut-être le premier point pour y répondre, ça serait de repenser la façon dont on regarde le vivant, notre lien au vivant. Je crains que parfois certains oublient que nous faisons partie intégrante du règne animal, que nous faisons partie de ce vivant dont on parle, et que cette tapisserie du vivant, au sein de laquelle chaque espèce est extrêmement importante, au sein de laquelle chacune a un rôle et un poids, il est important qu'on ne la considère pas uniquement comme une source de réserve de ressources premières inépuisables, mais bien en tant que telle, comme une source, une source de ressources absolument en tant que telle importante dans leur richesse et dans leur biodiversité. Vous avez eu la gentillesse, Stécie, de dire que c'était évident qu'il fallait laisser la nature et le vivant se régénérer. Malheureusement, c'est pas le cas partout et toujours. Il est important de créer des zones de vie sauvages, des espaces et des foyers de régénération, comme peuvent le faire par exemple en France État sauvage ou l'ASPAS. C'est extrêmement important que l'homme reste aussi à sa place. Il fait partie du vivant, mais il n'en est pas supérieur, ou le premier. Et une fois qu'on a établi ça, il est également important de redire l'impact que ça peut avoir. La baisse de la qualité, la dégradation des écosystèmes, la perte de la biodiversité, aujourd'hui, ça a pour impact 3,2 milliards de gens sur Terre, d'après l'ONU, qui sont impactés par ça. C'est 10% du PIB mondial qui sont impactés par cette perte de la biodiversité. Donc on parle de choses qui ont vraiment un impact pour chacun d'entre nous dans notre quotidien et d'une façon générale. Une fois qu'on a établi ça, oui, bien sûr, l'humain doit faire attention dans chacun des projets qu'il mène à prendre en considération une approche globale, une approche holistique dans laquelle l'homme, les autres animaux et la nature sont pris en compte. Et donc, dans cet aspect des choses, oui, il est important qu'on change notre regard sur le vivant, qu'on laisse la nature se régénérer par elle-même, mais aussi que quand nous, on gère des projets, quand nous, on lance des projets, qu'on ait également une action qui prend en compte cet aspect holistique des choses sur le long terme. Donc finalement, ce serait passé d'une vision pyramidale de la nature, où l'homme serait au top de la pyramide, à une vision écosystémique, où l'homme serait plus au top, mais au milieu du vivant ? Bien sûr, tout à fait. On fait partie du règne du vivant, on fait partie du règne animal, même si on a tendance à l'oublier. Et tout à fait. Je vous remercie. Manon Chapard, vous êtes également chargée de mission biodiversité et performance extra-financière RSE. Alors, lorsqu'on est jeune, peut-être ma question, c'est comment est-ce qu'on appréhende la question de la 6e extinction de masse ? Ça fait peur, je peux vous dire. Stécie, en plus, je fais partie de ce club des éco-anxieux.
Et surtout avec les chiffres que tu présentais, Stécie, se dire qu'une seule espèce a contribué à menacer d'extinction 1 million d'autres espèces qui habitent sur la même planète, et se dire qu'on a fait en sorte que le taux d'extinction est 1000 fois plus important que le taux naturel. Je trouve ça extrêmement impressionnant de la part d'une espèce, mais également très effrayant. Donc ça, je peux dire que ça peut me réveiller parfois la nuit. Mais ce que je me dis aussi, c'est que je pense que les personnes commencent à prendre de plus en plus conscience de ces enjeux. Et notamment avec tout ce qui est arrivé avec la crise sanitaire et également les incendies, les inondations, qui commencent à nous rapprocher un peu plus. Nous, Français, on était un peu éloignés de toutes ces catastrophes naturelles. Et là, ça s'est rapproché, ça se rapproche. Et je me dis que cette prise de conscience, on est à l'aube, j'espère, je suis optimiste, on est à l'aube d'une nouvelle société qui va être plus basée, j'espère, sur ces notions d'entraide, de partage, mais aussi d'altruisme. Et quand je vois, donc j'ai eu l'occasion, la chance d'aller au congrès de l'UICN à Marseille, quand j'ai vu toutes ces personnes qui consacrent leur temps, leur travail, tout ça pour le bien-être des espèces qui habitent sur cette planète, le bien-être aussi des humains, donc vous, nous, tous ceux qui nous regardent. Je trouve que ça fait du beau au cœur, ça donne envie, ça nous réconforte, ça sort de nos idées noires, parce que c'est pas en broyant du noir qu'on va réussir à s'en sortir. Et je trouve que ça donne vraiment une impulsion, ça donne envie de les soutenir, de s'engager avec eux pour se dire, on est peut-être à la fin d'une ère, mais il faut qu'on pense qu'une nouvelle, on est à l'aube d'un monde, d'un bien-être qui va peut-être être différent que celui qu'on s'imaginait avant, mais qui va être plus basé, ce que je disais, sur l'entraide. Donc, il faut voir le côté positif. Je suis peut-être trop optimiste, je suis dans un bon jour, je pense. Mais c'est vrai que... Non, il faut être optimiste, c'est important. Sinon, on reste dans l'inaction, on se terre dans sa chambre et on ne changera rien. Donc, c'est important de passer de cette éco-anxiété à l'action. Une question aussi, c'est comment est-ce qu'on en arrive, quand on est étudiante, à vouloir travailler sur la question de la biodiversité, parce que c'est quelque chose qui est effrayant. Jusqu'ici, c'est vrai que dans les médias, on a eu beaucoup un focus sur le climat, ce qui est super, parce que pendant des années, on n'en a pas parlé. Mais la biodiversité, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur pour toi ? L'élément déclencheur, j'ai toujours été intéressée par la biodiversité depuis que je suis petite. J'ai eu la chance d'habiter en campagne avec un grand jardin, donc je passais beaucoup de temps à l'extérieur avec toutes les petites bêtes un peu disgracieuses et communes que sont les vers de terre, les escargots, etc. Donc j'ai toujours été très proche. Et j'ai toujours regardé des tonnes de documentaires animaliers, donc sur des espèces un peu moins communes. Et j'étais absolument fan de Jane Goodall. En plus, je voulais devenir Jane Goodall quand j'étais petite. Donc j'ai toujours eu cet attrait pour... surtout au début, c'était le monde animalier, le monde sauvage. Je voulais les préserver, je voulais les soigner. Donc je me suis dit, j'allais lancer mes études là-dedans. Et je me suis retrouvée... Donc j'ai suivi le parcours agronomie, où là, j'étais plus sur tout ce qui était... espèces végétales, et j'ai toujours quand même orienté mes stages avec la biodiversité aussi animale, tout ce qui est écologie et éthologie. Et donc au début, je pense que j'ai toujours été fascinée par le monde animal, et une fois, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte, c'est dingue l'impact qu'on a dessus. C'est pas juste le panda qui est menacé, il y a des millions d'espèces qui sont menacées, il y a aussi la flore qui est hyper importante. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je continue dans cette vocation de vouloir préserver la biodiversité. Je me suis aussi rendu compte, donc là c'est une vision un peu plus anthropocentrée, mais de tous les services écosystémiques qui sont rendus par la nature aux hommes. Et je me dis, c'est pas seulement pour protéger le règne animal ou le monde végétal, mais c'est aussi pour protéger notre espèce, qui est l'espèce humaine, protéger ma famille, mes amis, les générations qui vont suivre. Et du coup, je me voyais pas en fait travailler sur quelque chose qui n'allait pas contribuer au bien commun. Et c'est pour... je pense que beaucoup maintenant de jeunes ont cette vocation de plus à contribuer au bien commun, au bien-être général. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose que tu as mentionné aussi qui est hyper important,
c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, c'est pas une question de sauver les ours polaires à l'autre bout du monde. Il y a aussi la biodiversité qui est ici, chez nous, la biodiversité plus commune, qu'on a tendance à regarder un peu avec dédain en se disant bon, ça, c'est pas mignon, c'est pas extraordinaire, donc on s'en fout. C'est pas le cas. On a également entendu ici une prise de conscience via l'éducation, via ton expérience personnelle. On va maintenant passer à un autre type de prise de conscience, une prise de conscience dans le monde de l'entreprise avec vous, Denis Geffroy. Alors aujourd'hui, on le sait, beaucoup d'entreprises sont critiquées pour leur impact sur la biodiversité. Je pense à la fragmentation des espaces, la déforestation, la pollution, autant de choses qui résultent aujourd'hui des activités de nombreuses industries. Comment est-ce que, dans le cas de l'Occitane, vous avez pris conscience que vous aviez un impact et qu'il fallait changer ? L'Occitane, c'est un groupe international qui comporte 6 marques de cosmétiques naturels dont l'essentiel des ingrédients sont issus de la nature, sont issus des plantes qui nous entourent. Et l'Occitane en Provence, plus spécifiquement, est né en 1976 avec le projet de sublimer, valoriser, partager cette nature magnifique et tout proche de nous qu'est la Provence. Après, on a voyagé dans le monde entier, je vais en reparler, mais donc du coup, effectivement, cette prise de conscience, elle est presque innée pour une entreprise comme l'Occitane. C'est aussi une nécessité, un facteur de résilience, c'est-à-dire que, effectivement, les ressources que l'on utilise, elles sont issues de la nature pour produire les produits cosmétiques qui sont les nôtres et qu'on a plaisir à partager. Et donc, la prise de conscience, elle est ancienne, effectivement. Ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est la mesure de l'impact, effectivement, qu'une entreprise comme la nôtre peut avoir sur la biodiversité et les actions à mettre en œuvre pour la sauvegarder autant que faire se peut. Alors, je vais prendre un exemple qui est sans doute plus parlant, qui est le beurre de karité, pour vous montrer en quoi la biodiversité chez nous, elle est au cœur aujourd'hui du modèle d'affaires de l'Occitane. On a un produit qui se vend toutes les 4 secondes dans le monde, qui est la crème main karité, à base de beurre de karité. Ce beurre de karité, il vient du Burkina Faso. Et on a un partenariat depuis les années 80 avec les femmes productrices de beurre de karité pour protéger et préserver cette production, qui est une production faite dans l'espace rural. Simplement, la transformation des noix de karité en beurre de karité se faisait en chauffant ces noix à partir de bois, et donc contribuait à la déforestation. Ce que l'on a fait avec les coopératives de femmes productrices de beurre de karité, c'est d'utiliser les coques d'amandes comme combustible à la place du bois, et donc à travers cela, eh bien, on participe à lutter contre la déforestation. On a mis en place des programmes et des pépinières pour replanter des arbres. On a mis en place également toute une filière équitable, parce que ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas penser et on ne sauvera pas la nature sans justice sociale et partage de valeurs économiques. Et ce qui est important pour nous, c'est d'acheter du beurre de karité semi-artisanal pour maintenir une activité en milieu rural, lutter contre l'exode rural, diminuer la pénibilité de ce métier pour qu'il reste attractif pour les jeunes générations, et avec un mode de production qui lutte contre la déforestation plutôt qu'il ne l'accentue. Aujourd'hui, la filière, elle est carbone positive, donc elle capte plus de carbone qu'elle en émet, donc ça c'est aussi un point qui est très très positif. Et cette attention que l'on a sur le sourcing de matières premières, on le retrouve également aussi sur la lavande, sur l'immortelle, sur la verveine, sur l'amande, plus proche de chez nous, et qui est l'essentiel de l'impact de notre activité sur la nature. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, et je pense que c'est un point clé, c'était de passer d'une série d'actions que l'on menait pour effectivement minimiser notre impact, à regarder véritablement et mesurer cet impact, pour mettre en place des actions sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, que ce soit du sourcing des matières premières, à l'éco-conception des produits, c'est la biodégradabilité, la manière dont nos usines sont approvisionnées en énergie, l'impact que le produit va avoir sur l'eau également. Donc on regarde l'ensemble de notre impact et on met en place des mesures correctrices et à terme, on espère des mesures qui vont régénérer la nature. Donc je suis très content de partager avec vous, je le montre pour ceux qui sont à l'antenne, notre stratégie biodiversité. On l'a présentée au congrès UICN. Mais au-delà du papier, ce qui est important, c'est effectivement comment les entreprises aujourd'hui passent d'une collection de petites actions à une vraie stratégie qui intègre la biodiversité au cœur du business model pour vraiment faire en sorte que leur activité s'inscrive dans une limite que l'on connaît trop bien aujourd'hui, qui sont les limites planétaires,
et que si on utilise, parce qu'on continuera à utiliser la nature comme ressource, eh ben on s'assure qu'on régénère la ressource en même temps que l'on utilise. Donc c'est pas simple, c'est une révolution véritablement, et ça ne peut se faire que de manière collaborative avec les autres entreprises. C'est pour ça que l'on a créé un collectif d'agroécologie équitable dans le sud de la France pour travailler avec les producteurs, pour changer les pratiques agricoles. C'est pour ça qu'on travaille au sein d'un collectif qui s'appelle OP2B, One Planet Business for Biodiversity, qui regroupe des grandes entreprises internationales qui, là aussi, souhaitent développer l'agriculture régénératrice, donc le mot qui est effectivement le titre de la session. On est encore au début du chemin, mais ce qui est important, je pense, c'est changer l'état d'esprit et vraiment penser la responsabilité de l'entreprise par rapport, classiquement évidemment, les consommateurs, les consommatrices, les employés, mais aussi la nature avec un grand N. Et aujourd'hui, on a des outils un peu conceptuels qui nous permettent d'appréhender justement notre interaction avec la nature. Merci beaucoup. On va rester dans le domaine de l'entreprise avec vous, Céline Soubrane, vous êtes directrice du développement durable chez AXA. Comment est-ce que vous, dans votre cas, vous intégrez ces questions de biodiversité ? Alors effectivement, souvent, on voit moins directement le lien entre la biodiversité et le secteur financier. Forcément, c'est beaucoup moins palpable et tangible que tout ce que vous venez d'expliquer, qui est passionnant d'ailleurs. Et donc, nous, effectivement, c'est comment on donne finalement au capital naturel, que vous décriviez très bien, une valeur dans le monde financier. De façon, nous, à pouvoir aussi développer et orienter en fait nos flux financiers ou notre protection financière vers des projets qui ont un maximum d'impact positif et inversement s'écarter de ceux qui sont des menaces directes à la biodiversité. Et donc effectivement, il y a les deux sujets qui ont été évoqués jusqu'ici. Il y a comment on donne une valeur à ce capital naturel et à ces services gratuits que nous prodigue la nature, et que s'il disparaissait demain, ferait peser aussi un risque financier en fait sur nos activités, un risque sur toutes nos activités économiques. Et nous, quand même, je tiens à le souligner parce que l'autre réaction en général sur la biodiversité, mais il y a déjà tellement de choses à faire sur le climat et la biodiversité maintenant, vous nous rajoutez ça. Enfin, moi, j'ai déjà eu des réactions comme ça. Voilà. Bah oui, mais en même temps, il y a énormément de liens, même si les deux, la lutte contre la biodiversité n'est pas fongible dans la lutte contre le changement climatique, mais il y a énormément d'interconnexions, puisque les forêts et les océans, notamment, sont deux puits carbone essentiels. Et donc, je pense quand même de connecter les deux fait du sens. Et en tout cas, chez AXA, c'est le choix qu'on a fait. Et donc, tout ça pour donc vous amener à comment nous, on a commencé à adresser ce sujet en 2018. On a publié, nous, un rapport avec le WWF où justement on travaille sur les méthodologies, les métriques qui vont donner cette valeur et qui vont nous permettre d'orienter les financements vers des actions effectivement qui sont plus protectrices pour la nature. Donc ça c'est le premier point. Et donc on a un certain nombre de recommandations qu'on a faites dans ce rapport, de méthodologie, de métriques, et un appel principal qui était la création de la task force c'est la Task Force for Nature-Related Disclosure, pour effectivement que la même manière qu'on a créé la TCFD, qui aujourd'hui fait référence dans le domaine du climat, qu'on ait ce même travail entre le secteur financier et l'industrie réelle, l'économie réelle, pour qu'on crée ce cadre de travail commun qui ensuite nous permet effectivement d'orienter les flux. Après, de manière plus individuelle, chez AXA, on a commencé à s'engager on a créé un impact fund de 350 millions d'euros pour la régénération des écosystèmes. On travaille aussi au niveau de la souscription et des investissements. On a déjà des exclusions existantes sur tout ce qui est huile de palme controversée. Donc ça, on a arrêté depuis 2013. Et là, on travaille sur la base, effectivement, des nouvelles méthodologies qu'on met en place, sur de nouveaux engagements, et notamment aussi sur nos activités de souscription, sur tout ce qui est protection des océans et notamment pêche durable, puisque là encore, la façon dont on va travailler sur la souscription et la prise en compte de ces risques peut aussi faire la différence.
Alors peut-être pour revenir sur plusieurs éléments qui ont été mentionnés, en effet l'opposition entre climat et biodiversité et les actions qui devraient être mises en œuvre dans chacun des deux camps, je pense que ça démontre de façon assez claire la mécompréhension totale aujourd'hui de la science derrière le changement climatique, parce qu'il y a un rapport qui a été publié par l'IPBES, donc qui est la version biodiversité du GIEC et le GIEC, et qui ont montré qu'aujourd'hui on prenait des mesures sur le climat qui allaient parfois à l'encontre de la protection de la biodiversité, alors même que la biodiversité nous permet d'aller lutter contre le changement climatique. Un exemple, ça peut être les éoliennes qui aujourd'hui vont détruire une partie du vivant sous prétexte de vouloir avoir un mix énergétique décarboné. Et ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette faune et cette flore marine nous permettent de créer ce qu'on appelle les puits de carbone et d'alimenter notre lutte contre le changement climatique. Je pense qu'il est important de rappeler la science. Une deuxième question, peut-être, ce serait, vous avez mentionné la volonté de sortir, en tout cas, des investissements qui sont aujourd'hui néfastes pour la biodiversité. J'ai fait mes petites recherches, évidemment, avant de venir animer cette masterclass. Il y a une décision d'AXA qui m'a peut-être un peu choquée. On sait qu'AXA aujourd'hui est actionnaire chez Total. Total a proposé sa stratégie climat en mai dernier, une stratégie qui avait été jugée climaticide par de nombreuses ONG. Pourtant, AXA a voté en faveur de cette stratégie. Donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encore aller dans le sens de ces organisations qui, à l'horizon 2030-2050, auront toujours 80% d'investissement dans le pétrole et le gaz? Alors là, vous touchez à un sujet qui est l'engagement actionnarial. Aujourd'hui, ça c'est une vraie question, hein, même nous, quelque chose voilà, sur lequel on réfléchit beaucoup. Donc aujourd'hui, nous, on a notamment en tant qu'asset owner, on a 600 milliards à investir chaque année. On investit aussi l'argent de nos clients à travers notre filiale d'asset management. Et donc il y a le sujet d'aujourd'hui, quand on détient effectivement des actions dans une entreprise, on a le poids de notre engagement actionnarial. Donc aujourd'hui, nous, notre position, c'est de dire, voilà, on pourrait, déjà, alors, il y a une option qui consiste à vendre tous ces actifs, mais quelque part, en gardant ces actifs et ces actions, vous gardez le poids du vote et la puissance de ce que vous représentez en tant qu'actionnaire pour aussi demander des comptes. Et donc, nous, on a une action d'engagement actionnarial sur le climat, avec Total, dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Climate 100+, et on leur a demandé un certain nombre de choses sur la publication de leur scope 3, sur l'orientation effectivement de leurs investissements vers le renouvelable. Et donc à partir du moment où on a obtenu ce qu'on a demandé, on n'avait pas de raison de voter à l'encontre du Say on Climate de Total. Donc au contraire, nous on utilise, l'objectif c'est d'utiliser le poids en tant qu'investisseur pour faire progresser les pratiques vers la transition. Oui, ce que j'entends tout à fait, quand on voit quand même que Lucie Pinson, qui est une référence en finance durable, a quand même interpellé de façon privée AXA pour leur dire « s'il vous plaît, votez contre ». On sait qu'aujourd'hui, vous avez des engagements assez forts sur les questions de climat et de biodiversité. Il y a d'autres entreprises qui sont actionnaires également qui vont voter contre. Moi, c'est ça, un peu, c'est cette déception de voir qu'on a aujourd'hui aussi un biodiversité washing finalement autour de certaines entreprises et qui peut être décevant pour notre génération. En tout cas, notre dialogue avec Total se poursuit. On continuera à exercer notre poids pour faire évoluer les pratiques. Merci beaucoup. Peut-être pour retourner maintenant à l'engagement politique également, Delphine Batho, en tant qu'ancienne ministre, en tant que députée, comment est-ce que vous voyez ces questions de biodiversité et la question de la lutte également contre le changement climatique, le lien entre les deux et l'engagement des entreprises? Je suis éco-anxieuse, là aussi, comme c'était expliqué tout à l'heure. En fait, effectivement, on est dans une situation où on est dans, aujourd'hui, encore beaucoup de, comment appeler ça, de biodiversité obscurantisme, si on fait le parallèle avec le climat-scepticisme. J'ai un écho, en fait, excusez-moi, mais j'ai un problème technique. Je ne sais pas si on peut m'entendre. Tout est bon de notre côté. Alors, peut-être si je coupe mon son. Là, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Ok, donc on va faire comme ça. Sinon, je m'entends en double, ça fait bizarre, pardon. Oui, donc on a encore quand même aujourd'hui énormément à faire dans la compréhension de ce qui s'appelle l'anthropocène, et donc ce qui est un processus global qui affecte
autant le climat que le vivant sur Terre et des interactions qu'il y a dans ce qui est un processus global aujourd'hui de ce à quoi conduit le dépassement des limites planétaires. Et s'il y a eu une reconnaissance internationale sur l'accélération du réchauffement climatique qui pour l'instant ne se traduit pas par les actions à la hauteur des enjeux, c'est encore moins le cas en matière de biodiversité, malgré un certain nombre de discours. Les causes de la perte accélérée de la biodiversité, qui se traduit d'ailleurs pas seulement par une perte en termes de nombre d'espèces, mais aussi en termes d'effondrement des populations. Par exemple, en France, une perte de 85% des populations d'insectes, d'un tiers des oiseaux des champs, de tout ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, doit conduire à un électrochoc et doit conduire au fait d'agir sur les causes. Et les causes, elles sont principalement liées à l'artificialisation des sols, à la déforestation. Donc on ne peut pas aujourd'hui continuer, par exemple, d'imaginer l'aménagement ou le développement d'un territoire ou le développement d'une entreprise en pensant qu'on peut artificialiser des sols sans conséquence. La deuxième grande cause, c'est l'utilisation massive des pesticides et l'agriculture intensive. Et il n'y aura pas de vrais changements en matière de biodiversité sans un changement absolument radical du modèle agricole. Et je renvoie à ce qui était dit tout à l'heure sur la question de l'agroécologie. Je me méfie, pour ne pas dire plus, de l'approche qui consiste, comme ça a été fait en matière de climat, de façon relativement inefficace, à penser que ce sont des mécanismes de marché qui vont pouvoir régler le problème et être efficaces en donnant une sorte de valeur à ce que certains appellent les actifs naturels, ce qui revient à une sorte de marchandisation de la nature qui n'est pas un remède opérant. Donc c'est effectivement les règles du jeu qui aujourd'hui doivent changer. Et peut-être on peut prendre un exemple concret de la façon dont en fait aujourd'hui les conséquences sont payées par la collectivité. On peut prendre l'exemple des algues vertes où on a en fait des subventions publiques massive au travers de la politique agricole commune qui entraîne un modèle agricole totalement destructeur, qui induit la fabrication massive de nitrates, qui provoque des algues vertes avec des conséquences pour la collectivité extrêmement lourdes sur la qualité de l'eau, sur la nécessité de nettoyer les plages, sur le fait qu'il y a par exemple des pertes pour le secteur du tourisme en Bretagne absolument considérables. Donc en fait toutes ces conséquences sont supportées par la collectivité et on est dans ce qui est une aberration totale. Donc je ne crois pas, moi, contrairement à ce qui était dit par AXA, je partage la remarque sur Total, notamment au regard du projet totalement destructeur de la nature qui est porté par Total en Ouganda. Je ne crois pas du tout que ce soit par des mécanismes de valorisation marchande de ce qu'on appelle les actifs écosystémiques qu'on aurait une issue de secours. Je pense que ça passe par des règles. Les entreprises en fait qui veulent agir aujourd'hui, je pense que ce serait un point de discussion importante et qui le font de façon volontaire, se trouvent à subir en fait une concurrence déloyale de celles qui ne font pas les mêmes efforts qu'elles. Donc c'est à mon sens à la régulation publique, à l'État, à l'Europe et aussi à des règles du jeu mondial de fixer des règles qui préservent le vivant et qui protègent la nature qui n'existent pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Céline Soubrane, peut-être Oui, tout à fait, une réaction. Alors, première chose, si je me suis mal fait comprendre sur la valeur à donner à la nature, l'idée, bien sûr, n'est pas de rentrer dans ce que vous avez appelé la marchandisation de la nature. Quand je parlais de donner une valeur, c'est donner une valeur d'analyse. Enfin, ce qu'il faut comprendre derrière, il y a des métiers, il y a des équipes qui travaillent. Donc, quand vous avez une équipe d'investisseurs en salle de marché ou une équipe de souscripteurs en assurance, il faut que vous leur donniez les méthodologies et les métriques pour justement identifier les projets positifs et inversement écarter les projets négatifs au regard de la biodiversité du climat pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Et c'est en ça qu'il faut les outiller
de méthodologie et de métrique. Et c'est cette valeur-là qu'il faut donner. Et ça se pilote. Et c'est là-dessus, nous, qu'on travaille en tant qu'entreprise privée. Après, moi, je vous rejoins à 100% sur la régulation. Et sur le fait qu'il faut aujourd'hui effectivement, que les pouvoirs publics fassent leur travail. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait au niveau de l'Union européenne de la taxonomie. Et effectivement, moi, je crois aussi là au fait qu'il y a des attentes fortes, y compris nous d'entreprises privées, pour que la régulation aussi donne les repères, oriente le débat. Et effectivement, moi je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'aujourd'hui, la démarche volontaire, d'abord, si c'est que quelques entreprises qui agissent, l'impact, vous le voyez bien, est très réduit. Et effectivement, il peut même y avoir une forme de désavantage compétitif qui s'instaure, donc tout à fait en ligne sur la régulation. Et pardon si je n'avais pas été claire sur la valeur à donner à la nature. On retrouve donc le triptyque entre citoyens, entreprises et gouvernement. Audrey Fontaine, en tant que déléguée au Y7 de 2020, quelle est votre vision sur les engagements pris par les gouvernements aujourd'hui ? Déjà, bonjour à tous. Alors, je pense qu'effectivement, les engagements, c'est important, mais c'est peut-être important aussi de parler d'action. On a probablement passé, malheureusement, le temps de l'engagement. Alors, heureusement, on a quand même un cadre d'engagement assez fort. On a les objectifs de développement durable. Donc, on a notre feuille de route. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on transforme l'essai pour que ça devienne de l'action ? Pour ceux qui ont lu, il n'y a pas très longtemps, il y a eu publication en juillet 2021 du rapport des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, qui est quand même très alarmant, qui nous fait quand même remarquer que la pandémie de Covid-19 a fait reculer les objectifs de très nombreuses années, que ce soit sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la santé, sur le plan de l'égalité des genres. Et c'est vrai que quand on regarde ce rapport, on se dit déjà le peu d'efforts qu'on avait réussi à mettre en place, le peu d'avancées qu'on avait réussi à avoir, recule au moindre petit coup de vent. Alors bon, c'est peut-être un peu compliqué de dire que la pandémie de Covid, c'est un moindre petit coup de vent, mais peut-être que si on avait mieux anticipé, peut-être qu'on n'aurait pas eu toutes ces conséquences-là. Et donc c'est vrai que la place des jeunes, et donc ce qu'on a porté nous au Y7 en 2020, ce que nos collègues du Y20 avaient porté en 2020 et qu'on voit que nos collègues de 2021 portent encore, c'est vraiment de pousser à l'action, de faire en sorte, si on regarde le rapport rapidement sur les différents objectifs de développement durable, mais on a notamment des risques sur la pauvreté, avec une pauvreté qui augmente. On parle de 7% de la population mondiale qui serait sous le seuil de pauvreté en 2030, ce qui est quand même énorme. On parle de problèmes de famine, de sécurité alimentaire. Alors si vous retrouvez notre rapport de 2020, Y7 2020, on en parlait justement de faire des efforts pour garantir la sécurité alimentaire. Bien entendu, on parlait des efforts à faire en biodiversité. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là en fait, où on se dit, ça fait déjà plusieurs années que les jeunes appellent non plus à l'engagement, mais aux actions. Donc peut-être qu'on était un peu novateur à ce moment-là, mais il est grand temps en fait, de se mettre à l'action. Et c'est vrai que je suis assez contente d'être à la table ronde là, parce que j'entends quand même des efforts d'action. Et donc le but, c'est vraiment d'aller... de potentialiser ces actions, voilà, parce qu'il y en a qui existent, il y en a qui existent en local, il y en a qui existent au national, à l'international, et le but c'est vraiment de pouvoir les coordonner, d'avoir des politiques publiques qui gardent en tête des valeurs. On a entendu parler tout à l'heure du mot valeur, et ça c'est un mot que j'aime bien, des valeurs d'équité, éthique, durable, voilà. Donc c'est très important à chaque fois qu'on prend une action. Donc là je vais reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, où parfois on prend des actions, mais elles vont à l'encontre de ce qu'on veut faire. Peut-être avant de prendre une action, de se dire que on a quand même nos objectifs et s'assurer que cette action, elle rentre dans ces objectifs. Et ça, c'est une des phrases qu'on avait fait en 2020. Si vous regardez le comité du Y7 sur la partie commerce et connectivité, qui était mon comité accessoirement, on l'avait mis en tout début en chapeau, et on a voulu le mettre en chapeau aussi de manière un peu comme un symbole, en disant qu'il fallait que toutes les actions qui soient prises respectent les objectifs. Nous, on parlait de l'accord de Paris, et de faire en sorte que nos actions fassent en sorte, peu importe ce qu'on fait pour le commerce et les échanges, mais que du coup on reste dans cet objectif-là. Donc c'est ça qui est vraiment important dans mon message, c'est de se dire les politiques publiques qui soient globales, et on garde nos valeurs en tête et on y va, mais en gardant l'objectif final. Avoir une boussole, donc. Galit Kenan, donc on a évoqué les solutions proposées par les entreprises, par les gouvernements. L'Institut Jane Goodall est assez connu quand même pour aller aussi sur le terrain. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez pu identifier peut-être des solutions très concrètes qui permettraient de régénérer le vivant aujourd'hui. Alors oui, tout à fait. Et pour répondre à vos points que vous avez tous les deux soulevés, je vous promets que sur le terrain, on agit concrètement, on agit avec des impacts. Ce qu'il y a d'important, et c'est aussi une des réponses, c'est d'agir sur le long terme.
Ça, c'est vraiment important. Toute action qu'on met en place, il faut s'assurer qu'elle sera encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Comment, pourquoi, monitorer tout ça, ça c'est vraiment important. Je reviens à ce mot extrêmement galvaudé que j'ai utilisé tout à l'heure, mais auquel je crois très profondément, et au sein du Jane Goodall Institute, c'est vraiment certainement une de nos boussoles, c'est le mot holistique. Ça veut dire cette approche globale. Nous, on part du principe que pour protéger la faune sauvage, il faut protéger son environnement naturel, donc les forêts en l'occurrence, mais quels qu'ils soient, les écosystèmes. Et tout ceci ne peut se faire que par, pour et avec les populations locales. Parce que c'est trop facile d'arriver et de dire aux gens il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas tuer les animaux. Ah, c'est pour manger, c'est pour vous réchauffer. Exactement. C'est pour ça que nous, on est considérés comme locaux, systématiquement. Donc ça, c'est aussi la force d'un institut qui est sur le terrain depuis 60 ans. Donc voilà. Mais donc pour répondre à votre question, on a déjà cette approche holistique qui nous semble extrêmement importante et qui permet vraiment le fait d'agir en local, avec les populations locales. Et là, je voudrais m'appuyer sur une étude de l'IDRI. Il y avait la directrice qui était là tout à l'heure et qui vient conforter ce que nous, on voit sur le terrain depuis 40 ans aujourd'hui et qui montre aussi le fait que impliquer les populations locales, c'est pas quelque chose qui se fait à court terme. C'est pas quelque chose qui se fait en mettant une menace au bout. Il n'y a pas la carotte et le bâton. Ça peut être un tout petit peu utile, mais ça ne tient pas sur le long terme. Ce qu'il est important de mettre en place, c'est des changements de mentalité. C'est impliquer les gens. C'est leur expliquer combien la relation à la nature, dont on parlait tout à l'heure en disant elle est importante pour nous, pour notre relation au vivant, pour notre regard sur le vivant. Cette relation à la nature que eux peuvent avoir, ils sont les gardiens d'une biodiversité importante, qui est une richesse, une diversité qu'il faut mettre en valeur. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas uniquement dire, mais qu'il faut mettre en action. On revient dessus. Le fait d'avoir des actions qui sont pérennes, le fait qu'ils soient formés, le fait qu'ils en retirent des bénéfices à court, moyen et long terme, est une façon d'agir qui a souvent un impact beaucoup plus important sur le long terme. Donc vraiment cet aspect holistique, cet aspect local, et on revient sur les valeurs en termes d'implication des populations. Oui, je dirais c'est vraiment 3 des critères les plus importants. Et alors, chez nous, ça marche, mais après, je ne peux pas m'engager pour les autres, mais ce qu'il y a d'extrêmement important aussi, c'est d'impliquer, au-delà des populations locales, au-delà des écoles, puisque nous, on travaille beaucoup sur l'éducation des jeunes. On part du principe que malgré cette éco-anxiété si importante et si partagée aujourd'hui, il y a des raisons d'espérer. Et ça, pour ça, Jane Goodall, est extraordinaire. Enfin, elle apporte vraiment des raisons d'espérer et elle croit principalement en vous, en la jeunesse, en cette capacité que vous avez, non pas à parler, mais à agir. Non pas uniquement à alerter, mais à nous faire bouger et à nous obliger à bouger. Et c'est une des grandes forces, un des grands espoirs qu'elle met en avant et que l'Institut met en avant. Et c'est important parce que ça permet sur le terrain d'agir avec les jeunes, mais aussi d'agir avec les collectivités, qu'ils soient locaux, au niveau du district ou nationaux. C'est important de travailler avec tout le monde parce qu'après, sinon, comme vous le soulignez, Stacy, on se retrouve dans une situation de néocolonialisme, etc. Nous, on est considérés comme locaux partout où on va parce qu'on fonctionne comme ça. Et je crois que comme de très, très, très nombreuses ONG, bien sûr, mais c'est aussi une clé du succès. Alors, vous avez commencé à parler de changement et un changement qui doit se faire également dans les systèmes, dans la façon dont notre société est construite, notamment l'économie. Et c'est à ce moment-là que je vais m'adresser à vous, Delphine Batho. On a pu le mentionner, aujourd'hui, le vivant disparaît à une allure qui est absolument folle. On se retrouve dans une situation de 6e extinction de masse, une 6e extinction qui est provoquée par l'humain, ça a été démontré. Aujourd'hui, on le sait, notre système économique repose sur l'accumulation de ressources et le système capitaliste, et qui repose également sur la croissance. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement sortir de cette course à la croissance perpétuelle pour protéger le vivant et lui permettre de se régénérer? Évidemment, oui.
Évidemment, oui. Pour juste revenir sur l'échange de tout à l'heure, quand je faisais référence au processus de marchandisation de la biodiversité, c'était pas le fait qu'une entreprise ou que des acteurs financiers prennent en compte l'empreinte écologique. Ça, c'est absolument indispensable et il y a besoin d'outils pour l'évaluer. C'est la logique qui se cache derrière, par exemple, les notions de compensation, c'est-à-dire l'idée que l'on pourrait détruire la nature à un endroit parce que, parallèlement, on achèterait des actifs naturels pour la régénérer ailleurs, et cette logique-là me paraît complètement vaine. Effectivement, Stécie, on en est là parce qu'on est sur des règles du jeu du système économique qui sont drivées, qui sont guidées par un indicateur qui est le PIB, qui ne prend en compte rien de ce qui est important dans la préservation du vivant, rien de ce qui est important pour préserver le climat. Donc il faut changer de boussole. On a une boussole aujourd'hui dans l'obsession pour la poursuite de l'augmentation de la croissance économique basée sur effectivement la destruction de la nature. Ça a été dit tout à l'heure, pas seulement basée sur du travail et des matières premières, mais le côté complètement invisible en fait dans ce système économique de la destruction du climat et de la destruction de la nature. Donc il faut changer de boussole. C'est tout à fait possible. C'est possible que les États, au lieu d'être inspirés par la poursuite de l'augmentation du PIB, basent leurs décisions sur l'empreinte écologique, mais aussi sur d'autres critères absolument fondamentaux, comme par exemple l'état de santé de la population, le niveau d'éducation, la qualité de vie, par exemple le niveau de satisfaction au travail, pas seulement sur le nombre d'emplois évidemment, mais aussi la satisfaction au travail. Et donc il y a un certain nombre de pays aujourd'hui dans le monde qui remplacent dans la construction de leur finance l'indicateur PIB par d'autres indicateurs on peut dire de bien-être humain et de respect de la nature et de prise en compte de l'empreinte écologique globale. C'est un changement de paradigme complet, mais qui est à portée de main. On est aujourd'hui dans une urgence absolue d'agir, et pour agir avec efficacité et pour que les actions telles qu'elles peuvent être décrites atteignent leur pleine efficacité, il faut s'attaquer aux causes du problème et pas simplement à ses conséquences. Et aujourd'hui, bien des actions, et je ne parle pas de celles qui sont portées par les fondations, par les associations, par quelques entreprises vertueuses, mais bien des actions n'atteignent pas leur efficacité parce qu'elles sont dans une forme de volonté de réparation des conséquences sans s'attaquer aux causes. Si on veut s'attaquer aux causes, il faut assumer effectivement le fait de n'être plus dans le logiciel de la poursuite de la croissance à tout prix et de chercher d'autres perspectives en fait de société, ce qui passe par le fait d'assumer une forme de décroissance au sens de réduire notre empreinte écologique, réduire la consommation d'énergie et de matières premières, tout en le faisant en poursuivant un objectif d'amélioration du bien-être humain. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle également de changement de système économique ou démocratique, je vais me tourner vers vous, Manon Chapard et Audrey Fontaine. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont engagés aussi bien sur les questions climatiques, mais également de protection du vivant. Mais ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que sans réelle place dans les institutions de décision, les institutions de pouvoir, tous ces engagements peinent à se transformer en action et en réel changement. Est-ce que selon vous, on devrait essayer de réformer nos instances et notre système démocratique pour donner plus de place aux jeunes ? Je pense déjà qu'il y a un souci de méconnaissance en fait de toutes ces institutions, parce que moi je me souviens brièvement de ce qu'on avait vu je crois que c'était en éducation civique au collège, mais depuis après j'ai suivi une formation scientifique, donc j'ai plus du tout abordé ces sujets. Et c'est vrai que je pense qu'il y a besoin de vulgariser comment fonctionnent les institutions, comment elles s'articulent entre elles, parce que quelle est la vie d'un ministre, de son cabinet ministériel, comment ça fonctionne, comment ça s'articule par rapport aux députés, aux sénateurs, quelle est la vie de ces personnes, qu'est-ce qu'ils font, et même à l'échelle plus régionale. Donc j'avais eu l'occasion de travailler en chambre d'agriculture et c'est là que j'ai vu la multiplicité des différentes structures
où j'ai commencé à saisir un peu comment ça fonctionnait, mais tout n'est pas clair, entre quelles sont les missions de la commune, quelles sont les missions des communautés de communes, du conseil départemental, de la préfecture, des directions départementales des territoires, des DREAL et encore. Et ça, c'est vraiment des institutions où on nous informe pas trop dessus. Même, je pense que je les avais jamais vus avant, et il y en a encore plein que j'ai pas cités et que je connais pas. Donc, je pense qu'il y a déjà cette part de méconnaissance. On sait pas trop comment ça fonctionne, donc ça fait un peu peur, je pense. Donc, il y a déjà cette partie. Après, peut-être. Oui, je vais compléter. Je pense que oui, il y a effectivement toute une partie d'éducation à mettre en place. Il faut qu'on sensibilise. Alors, je pense que les jeunes maintenant sont sensibilisés, mais il faut aussi qu'on apprenne aux jeunes comment agir. Ça, c'est vrai. Comment ils peuvent être impliqués dans les processus de décision. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on saurait vraiment répondre à la question comment est-ce que les jeunes peuvent être impliqués? Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être déléguée au Y7 et donc d'avoir déjà cette place, mais quand même une petite place. Si on regarde ce que c'est que le Youth7, c'est le groupe d'engagement de la jeunesse pour le G7. Alors, très souvent, juste dans la partie, on va dire, un peu formelle, le Y7 a lieu en amont du G7, ce qui nous permet de donner nos recommandations aux décideurs. Mais donner nos recommandations, ça ne veut pas dire être inclus dans la décision. Et c'est là où il faut qu'on change un petit peu de façon de faire. Et s'il y a quelque chose à réformer, c'est vraiment de pouvoir, peut-être, si on change le processus décisionnel, s'assurer que les jeunes soient assis autour de la table, qu'ils soient au centre, autour, en tout cas qu'on puisse discuter ensemble. Et alors, pas que les jeunes. Moi, c'est vrai que j'ai eu aussi l'opportunité récemment de faire partie de la Task Force Jeunes du Forum Génération Égalité. Et on a quand même cette expérience au niveau de UN Women, de ONU Femmes, d'avoir autour de la table, pour pouvoir décider, les représentants étatiques. On a pu avoir la société civile, la jeunesse, on a pu avoir le secteur privé, l'industrie, et peut-être que les décisions à prendre aujourd'hui, que les actions à mener, en fait, il faudrait peut-être pas les mener en silo, et peut-être que si on veut vraiment réussir demain, l'important, c'est d'être tous ensemble, de décider ensemble d'une façon d'agir et de la réaliser ensemble. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Et cette fois-ci, pour la partie changement dans les entreprises, Denis Geffroy et Céline Soubrane, est-ce que finalement, si on veut que les entreprises soient réellement engagées pour le vivant, il ne faudrait pas changer la boussole, passer d'une vision orientée sur le profit à court terme à une vision d'impact, notamment avec les entreprises à mission, par exemple? Effectivement, ce qu'on se disait là dans cette deuxième partie de table ronde, une des boussoles aujourd'hui, je pense qu'on essaye tous d'intégrer davantage dans nos entreprises, c'est l'ESG. Donc on parlait de l'environnement. Moi j'ai trouvé, je vous écoutais attentivement parce que nous c'est la démarche qu'on a par exemple sur nos impact funds. Si vous adressez le sujet environnemental sans adresser le sujet social, pourquoi on déforeste dans les pays émergents? C'est pas parce qu'on n'est pas respectueux de l'environnement, c'est parce que il y a une question de survie, de subsistance. Donc si on adresse le sujet E sans le sujet S, on passe à côté d'une grande partie de l'impact et de la compréhension des phénomènes. Puis vous abordiez le G, la gouvernance. Comment on décide, voilà. Donc effectivement, il y a un sujet de gouvernance, c'est comment on intègre ces dimensions dans les circuits dans les décisions. Donc effectivement, comment on implique davantage, comment on rend ces décisions moins solitaires, comment on intègre les parties prenantes dans ces décisions. Et la boussole, une fois de plus, désolée, je réinsiste là-dessus, moi je pense quand même que la méthodologie et les métriques pour avoir... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que disait aussi Delphine Batho, c'est qu'aujourd'hui, si on ne prend que la dimension purement financière à court terme, effectivement, il y a une partie, il y a un champ aveugle. Voilà, ou qu'on ne veut pas voir. Après, est-ce qu'on ne veut pas le voir ou est-ce qu'on ne le voit pas parce qu'il n'est pas justement mesuré? Bon, mais voilà, en tout cas, il faut intégrer ce champ aveugle dans les décisions, d'où effectivement, je crois que sur le climat, même s'il reste beaucoup de choses à faire, on a intégré le CO2 comme l'autre métrique à regarder en dehors que de la métrique purement financière. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la biodiversité, c'est quelles sont effectivement les mesures de risque et d'impact qu'on doit intégrer. En tout cas, nous, on y travaille sur la TNFD et c'est vraiment notre objectif d'aller encore plus loin là-dessus. Denis Geffroy, d'autres éléments de réponse? Oui, effectivement, aujourd'hui, l'Occitane se donne de plusieurs boussoles. Enfin, c'est presque un tableau de bord à ce stade-là, même s'il est encore en cours de construction. La mission du groupe L'Occitane, c'est de soutenir les entrepreneurs et les communautés pour cultiver la beauté naturelle et le bien-être et régénérer la nature. Donc,
c'est une mission effectivement qui dépasse peut-être un objet un peu court-termiste de maximisation du profit des entreprises. Il y a bien l'idée effectivement de contribuer, vous avez reconnu un certain nombre d'objectifs de développement durable dans la citation de la mission, mais d'un objectif qui dépasse peut-être effectivement un objectif court terme. L'autre aspect, ça a été un petit peu évoqué sur le climat, on s'est doté effectivement d'un objectif de contribuer à net zéro émission à l'horizon 2030 à l'échelle de l'ensemble du groupe, qui passera surtout par évidemment beaucoup de baisses d'émissions carbone. J'ai parlé de la stratégie biodiversité tout à l'heure. Et dernier élément peut-être, c'est l'engagement dans une certification Bicorp, qui est effectivement un référentiel qui vise à regarder la performance de l'entreprise sur tout un tas de sujets, que ce soit social, sociétal, de politique employeur, de travail avec les parties prenantes, les partenaires, de prise en compte de la nature notamment. Et ça, c'est effectivement placé à un niveau équivalent à celui effectivement de la question du chiffre d'affaires, de la performance financière, qui derrière permet aussi d'investir pour ces transformations et ces transitions. C'est-à-dire que il y a parfois contradiction entre les deux, mais il y a aussi parfois nécessité de moyens financiers pour réaliser ces transitions. C'est aussi pour ça qu'on a besoin effectivement de règles de jeu plus claires, peut-être plus exigeantes. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de redirection de certaines subventions publiques vers des projets régénérateurs. Et je pense notamment là encore au sujet de l'agriculture régénératrice. Et c'est pour ça que les entreprises, elles font aussi œuvre d'advocacy et elles portent des revendications et des demandes auprès des pouvoirs publics. Je pense notamment au pledge Business for Nature que l'Occitane a signé il y a quelques années et qui vise à, notamment dans le cas de la COP 15 qui commence, effectivement, qui demande un cadre ambitieux, des politiques publiques ambitieuses pour protéger la nature, une redirection des subventions. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'on pousse tous avec notre énergie dans la même direction. Il ne s'agit pas de faire fi de contradictions, d'injonctions contradictoires qu'on vit tous aussi à l'échelle individuelle et à l'échelle de l'entreprise. Je ne suis pas en train d'enjoliver une situation, mais mobilisons les énergies parce qu'effectivement, les défis sont colossaux, comme ça vient d'être rappelé à l'instant. Merci beaucoup. Enfin, on a 2-3 questions de la part des personnes qui nous regardent actuellement. Je vais me tourner vers vous, Galit, pour celle-ci. On nous explique, dans les années à venir, la jeune génération doit-elle se préoccuper davantage de gérer ou de régénérer? Grosse question. Alors, en fait, l'ensemble est lié. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de me répéter et je suis vraiment confuse si c'est le cas, mais j'en suis intimement convaincue. De la même façon que l'ensemble du vivant, tout est lié, tout est interconnecté. De la même façon, la façon dont on pourrait agir de façon à pouvoir agir au mieux est liée. Donc, on en parlait de façon introductive. Il me semble qu'il serait intéressant de travailler sur les causes, sur le fait d'avoir des lieux qui sont entre guillemets sanctuarisés, afin d'avoir des zones de vie, de réserve sauvages, etc. Il est important également d'avoir des lieux dans lesquels nous agissons, mais nous agissons de façon positive sur le long terme, en prenant en compte tous les aspects qui sont présents. Donc ça, c'est vraiment important. Et tout ça doit être fait de façon complémentaire. On ne pourra pas tout agir, on ne peut pas tout faire là maintenant. Par contre, on peut travailler sur l'ensemble des solutions qui sont proposées et on peut y travailler de façon concomitante et tous ensemble. Et là où c'est intéressant, effectivement, on revient à notre discussion préalable, c'est le fait de dire on peut le faire en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que collectivité ou en tant que nation. Et en tant qu'entreprise. Donc c'est vraiment, je crains que la solution soit globale autant que l'est le problème. Merci beaucoup. Une question pour Delphine Bateau. Sébastien nous demande, l'éco-anxiété a été mentionnée à plusieurs reprises. Si l'on considère que 55% des gens pensent que l'humanité est condamnée, donc selon l'étude de Kantar de septembre 2021, comment les dirigeants politiques peuvent-ils agir pour donner plus de confiance à la population ? Alors d'abord, il est fondamental de parler de l'éco-anxiété et de parler, même en politique,
des émotions que nous pouvons ressentir les uns et les autres. Parce qu'en fait, le déni de l'éco-anxiété, son occultation ou le fait qu'elle soit refoulée, c'est un des moteurs aujourd'hui de l'inaction, mais c'est aussi plus profondément un des moteurs de la montée de la violence, de l'agressivité dans la société. Donc moi, je considère l'éco-anxiété comme un sujet politique absolument prioritaire. Et d'autre part, pour moi, comme militante, mais comme pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de gens, moi je suis moins jeune maintenant, je pense que c'est très important en fait de mettre des mots sur les émotions que l'on peut ressentir, parce que sinon, on est dans une forme de torpeur, de non-dit, donc c'est important d'en parler et c'est important de mettre les solutions sur la table en fait. Donc quand on évoque un autre logiciel en fait pour l'avenir de nos sociétés que celui de la croissance économique, c'est aussi une manière d'ouvrir la porte d'une issue de secours pour casser cette idée du no futur, en fait, casser cette idée qu'il n'y aurait pas de solution, qu'il n'y aurait pas de projet de société possible pour remédier à la destruction du vivant, remédier à l'accélération du réchauffement climatique. Donc voilà, il y a un lien en fait entre le fait d'assumer l'éco-anxiété, d'en parler, de la mettre sur la table, de mettre sur la table nos émotions, de dire comment on se sent, de dire ce que l'on peut ressentir chacune et chacun d'entre nous en tant qu'être humain face à cette situation, parce que c'est une manière d'avoir de la force pour agir et apporter des solutions. Merci beaucoup. Ça va donc marquer la fin de cette masterclass. Merci à tous les 6 d'être venus partager votre vision de ce qu'est être géré et préserver le vivant, parce que c'est important pour rappeler les chiffres. On a un quart des espèces qui sont aujourd'hui menacées, d'où l'importance d'agir. Donc j'espère que la génération future se mobilisera à vos côtés. Je vous remercie.